Alors, oui, j'avais quelque peu oublié de brancher le micro, désolé, et bonsoir à tous. Enfin, quand je dis à tous, comme d'habitude, il est 21h et il y a personne. Voilà. C'est marrant parce que j'avais quand même un petit peu d'espoir qu'on ait un peu plus de monde que d'habitude parce que l'événement avait été retransmis, notamment repartagé par la FFJDR notamment. Ce qui, merci à eux, c'était très sympa. Mais donc je m'attendais à ce qu'il y ait un petit peu plus de monde. Et on a Alex de Grutela qui vient de popper sur YouTube, hein, du coup. Eh ben bonsoir à toi Alex. Merci d'être là. Donc pour l'instant tu es un petit peu le seul parce que sur Twitch je vois que les stats disent un spectateur, mais généralement le spectateur en question c'est moi. Et puis sur YouTube pour l'instant tu es tout seul. Ah bah non, il y a Victor Dupire qui vient de popper. Mais c'est quoi ces stats qui me disent de la merde? Eh ben bonsoir Victor, bienvenue parmi nous. Donc je m'attendais à un petit peu plus de monde, mais pour le moment il semblerait que c'est un petit peu le désert. Je vais en profiter pour ajuster un petit peu la fenêtre Word parce que je vois qu'elle est toute petite. Enfin, le texte est tout petit, donc on va un peu agrandir ça. On va aussi. Est-ce que j'ai une chance de pouvoir? Oui, parce que ça, j'ai pas forcément besoin de tout ça non plus. Voilà. Donc là, ça devrait aller. Bon. Alors. Donc, le concept, c'est de continuer à travailler sur la réécriture des carnets de civilisation de Tigre Volant 3 pour les transformer en un nouveau chapitre de Erdorin de 1300, en tout cas quelque chose qui va s'en approcher. Alors, je dois avouer que, en théorie, j'aurais dû avancer cette semaine, la semaine qui vient de s'écouler, sur le texte, et j'ai absolument rien fait. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Au niveau écriture, j'ai rien fait. Par contre, j'ai pas mal réfléchi au truc. Et en fait, c'est le concept un petit peu auquel j'ai réfléchi, c'est que vous êtes peut-être pas aperçu si vous n'avez pas suivi la question de l'historique de Tigre Volant, donc d'Erdorin, c'est que on est dans une uchronie. Et cette uchronie, elle se situe quelque part dans le XXe siècle, dans les années 30, mais en vrai, le véritable point de divergence super visible, c'est cette troisième guerre mondiale qui commence en 1989 et qui se termine par des tirs nucléaires en 1992. Par une sorte d'apocalypse nucléaire généralisée, à bas bruit certes. Ça fait quand même beaucoup de bruit, mais enfin j'entends, c'est pas la totale fin du monde of the dead, mais ça fait quand même plus quelques centaines de millions, voire quelques milliards de morts. Mais ça signifie surtout, c'est que ça a un impact technologique non négligeable parce que bêtement l'internet tel qu'on le connaît, ça a commencé à popper, on va dire, le web créé en 1991, on a commencé à voir des sites web dans le courant des années 90, ça a vraiment explosé dans les années 2000. Alors le problème, c'est que dans l'univers d'Erdorin, tout ça, c'est soit la troisième guerre mondiale, soit les conséquences de la troisième guerre mondiale, et c'est pas des conséquences super propres. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a pas Internet, ça veut pas dire qu'il y a pas des sites web, il y a pas des réseaux sociaux et des machins comme ça dans l'univers d'Erdorin, mais le fait que toute notre période dans laquelle ça s'est développé en fait dans cet univers est une période qui est beaucoup plus marquée sur la reconstruction, la survie, la reconstruction, des choses comme ça. Ça a probablement évolué de façon très différente. Alors, ça c'est pour les terriens. Et pour les peuples stellaires, c'est encore plus compliqué. Parce que, là encore, s'ils ont des technologies similaires, s'ils ont des réseaux planétaires interconnectés, des machins comme ça, ça prend pas du tout la même forme que ce qu'on connaît sur Terre. Et là encore, non seulement on a le fait que on a des peuples stellaires qui ont des systèmes différents, mais les terriens en eux-mêmes, c'est pas garanti
que on soit sur le même même paradigme d'un internet, le même paradigme de sites, de réseaux sociaux et de choses comme ça. Alors, on pourrait poser le fait que ça décale juste, on va dire, d'une génération, d'une trentaine d'années, peut-être d'une cinquantaine d'années, et au lieu de popper dans les années 1990-2000, ça va popper en 2040-2050, juste à temps pour la 4e guerre mondiale d'ailleurs, mais je pense que ça peut être aussi intéressant de réfléchir un petit peu sur comment ça peut avoir changé aussi, et puis avoir des systèmes qui sont très différents. Et là en plus, je pense que dans l'univers d'Erdorine, où on a plusieurs grands blocs terriens à la fin du 21e siècle, donc vers les années 2090, quand la 4e guerre mondiale se termine, on a pas mal de blocs, en tout cas, on va dire 3 blocs principaux, qui ont des paradigmes passablement différents en termes culturels, mais aussi en termes politiques et en termes économiques, en termes sociaux de façon générale. Et du coup, il est fort possible que sur Terre, on ait 3 internets différents en fait, d'une certaine manière, et plus avant, on ait 3 façons assez différentes de gérer tout ce qui est média numérique au sens très large du terme, enfin même média tout court en fait. Par exemple, les Européens qui sont toujours assez attachés à des notions d'histoire et de tradition vont probablement avoir encore des trucs comme des journaux papier. Aux États-Unis, ça va probablement être un internet qui va ressembler plus au nôtre, en pire, avec encore plus de publicité, encore plus de systèmes de merdification généralisée des réseaux. Et puis, en Fédération des Hautes-Terres, ça va être un truc qui, par contre, va être presque à la chinoise d'une certaine façon, très étatisé, très carré, avec Torb qui vient d'arriver, qui repart. Et Torb, bonne soirée, bonne nuit à toi. Désolé que tu puisses pas rester plus longtemps, mais ça fait plaisir de te voir, et peut-être à demain pour le Radio Erdorine. Voilà, alors c'était un petit peu, je me suis en fait, je n'ai rien fait au niveau écriture, mais j'ai fait pas mal de cogitations. Alors, ça n'ôte rien au fait que, en l'état, le chapitre on est en direct, enfin tout ce qui est question de communication et le chapitre on est en direct, il est quand même pas mal daté, mais je pense qu'il y a quand même des choses à récupérer sur ce côté daté. Alors je vais peut-être mettre la scène avec le truc. Donc maintenant, hop, mise au point caméra là. Bonjour la caméra. Du coup. Par contre, je vais le mettre ici. Je vais le mettre ici aussi parce que voilà, j'ai 2 images. Je suis en mode studio. J'ai la scène qui va venir et la scène qui est en cours. Et le problème, c'est que là, si j'ai 2 scènes différentes, je sais pas sur quelle caméra regarder. Bref. Voilà. Donc, on va quand même essayer de recommencer l'écriture. Alors, pouf, on revient ici. Donc, si la télévision et la radio étaient intégrées à un niveau technique dans le grand tout métacommunicatoire dur et plat, il n'en est pas même du contenu. La grande évolution multimédia a été oubliée en race campagne, voire, diront certains, attachée à un arbre au bord de l'autoroute. En d'autres termes, les émissions télévisées rédigées restent très classiques, trop classiques. Alors, voilà donc. Là, déjà, c'est une... c'est pas tout à fait vrai. Alors, même si j'aime bien cette phrase, malheureusement, elle est pas tout à fait exacte.
Voilà, j'ai mis mon ordinateur pour avoir comment ça s'appelle, un retour sur le côté pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe, notamment sur YouTube où c'est pas toujours évident de voir quand il y a des commentaires. Mais le problème, c'est que du coup, ça me gêne un petit peu le poignet, donc on va ajuster un petit peu ça. Voilà. Alors, pas même du contenu. Voilà, ça serait mieux. Pour ce qui est des productions audiovisuelles, cela dépend beaucoup des nations. Pour reprendre même Black Suisse, ça dépend des cantons. Alors, la télévision américaine est assez... Alors, justement, là, ça change un peu. Parce que je pense que au niveau nord-américain, c'est probablement là on va rencontrer un format qui est plus proche de ce qu'on connaît en 2025 avec des plateformes de streaming multiples. Et du coup, cette paf, en Amérique du Nord, Nord avec un N majuscule. Situation est assez. On va peut-être commencer par l'Europe. Je sais pas. Alors, bah. Tac, tac. Et puisqu'on en parle. L'Europe hésite au gré des cantons. C'est peut-être... C'est peut-être un des derniers endroits sur Terre où on trouve une télévision telle qu'elle existait à l'époque pré-atomique, avec donc des chaînes qui proposent des grilles. Fixes, mais aussi des plateformes de diffusion au choix. Cuck, donc. L'équilibre entre les deux dépend beaucoup des cantons.
dans lesquels de façon l'Ouest penche plus vers un modèle choix et rien n'empêche le spectateur d'aller piocher les contenus dans le canton voisin. Et Bastien Lopez vient d'arriver. Bonjour Bastien, enfin bonsoir plutôt. Bienvenue à toi. En Amérique du Nord, la situation est beaucoup plus en faveur des plateformes de diffusion. La musique, c'est toujours ISMA, oui, tout à fait. ISMA, hein, IPA IMSA, ISMA, groupe allemand. J'ai pas encore changé. Alors j'ai toujours... Le truc, c'est que si je veux mettre de la musique, pour des raisons de pas envie de... D'une part, de pas envie de me faire chier avec les ayants droit, et d'autre part, parce que je respecte assez ce genre de trucs, j'essaye d'utiliser des groupes qui publient leur musique sous licence Creative Commons. J'en ai pas énormément, mais j'en ai quelques-uns quand même. Donc là, j'avais fait une recherche dans les chroniques que j'avais faites sur mon blog de groupes sous licence Creative Commons. J'ai un tag pour ça. Et puis du coup, c'est parmi celles-là que j'ai choisi. Alors pour l'instant, j'ai celle-là. J'en avais une autre que j'avais chroniquée récemment. Alors le truc, c'est qu'aussi je vais essayer de trouver des musiques qui sont pas trop de distraction en fait. Là, ISMA, le gros avantage, c'est que on est quand même dans un prog rock, prog metal instrumental. Et du coup, ça passe assez bien en toile de fond. Par contre, si je vais aller chercher je sais plus comment s'appelle ce groupe que j'avais découvert il y a 2-3 ans, qui font une espèce de métal complètement déjanté, un petit peu à la Devin Townsend. Là, du coup, c'est, même si je le mets à faible musique, ça devient tout de suite beaucoup plus de l'ordre de la distraction, et je préfère éviter. Mais effectivement, tu m'as pas posé la question, mais c'est effectivement, il faudra peut-être que je vois pour changer. C'est de la bonne musique, ce sont des très bons musiciens. Oui, alors moi ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est qu'il y avait quand même un côté pas mal à la Emerson Lake and Palmer. Le groupe est toujours actif, mais je crois qu'ils n'ont pas sorti d'album studio depuis. Ils en ont un prévu. Est-ce que c'est en août? Je sais plus. Mais enfin, non, pas très longtemps. Et puis, ils ont sorti un live. Mais depuis 2017, parce que cet album-là, Memoirs in Monochrome, date de 2017, à ma connaissance, ils n'ont rien sorti. Mais ils sont toujours actifs. Alors, en Amérique du Nord, la situation est beaucoup plus en faveur des plateformes de diffusion. Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, là. Alors, la mort d'Ozzy Osbourne, oui et non, mais ça, je reviendrai là-dessus demain, parce que oui,
parce que je sais qu'Ozzy Osbourne est un des fondateurs du metal, d'une part par Black Sabbath, mais aussi par son œuvre solo, où il a non seulement contribué à établir le heavy metal tel qu'il est maintenant, mais aussi par son côté musical, mais aussi par son côté visuel. Mais en vrai, et ça c'est le truc sur lequel tu as la primeur un petit peu, c'est le truc sur lequel je reviendrai demain dans le live de Radio Erdorin, c'est qu'en fait je ne connais rien. Alors c'est pas tout à fait vrai, j'entends par là que je crois avoir écouté Diary of a Madman, mais il y a plus de 40 ans. Je n'en ai aucun souvenir. Je n'ai jamais écouté un album de Black Sabbath. Et du coup, je connais Ozzy Osbourne de nom. Je connais aussi Ozzy Osbourne par sa réputation, par son aura, par tout ce qu'il a apporté au genre. Mais en vrai, musicalement, je connais pas. C'est un petit peu ce dont j'aimerais un petit peu discuter, c'est je veux dire, tout le monde a fait des hommages sur Ozzy Osbourne, touché par la mort de Hulk Hogan. Oui, j'ai repris 2 fois des nouilles. Alors, la situation est beaucoup plus en faveur ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. En effet, il y en a beaucoup. Qui se font une concurrence. Qui se livrent. Concurrence féroce. Et pas féroé. Et puis et qui ont tendance à avoir pratique commerciale hostile aux utilisateurs. Quant aux rares chaînes de télévision qui ont survécu, sont voilà, donc, alors, touk. Concept très différent. Les médias US, c'est comme pour nous de nos jours à la grosse louche, non. Oui, alors non. Je dirais que les médias US, c'est comme nous les diffuseurs, si tu veux. Par exemple, les Netflix qui commencent à te rajouter des pubs même si tu payes un abonnement. C'est la merdification des plateformes. On est en plein dedans, quoi. Et là, aux États-Unis, ça sera probablement quelque chose qui s'apparente à ça, avec en fait de moins en moins de chaînes de télé. À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, on est plus dans un modèle que je dirais européen,
avec effectivement des plateformes de diffusion qui là aussi se merdifient allègrement parce que c'est les mêmes qu'aux États-Unis, et puis des chaînes de télévision un petit peu traditionnelles, hein, les TF1, les M6, plus alors ça c'est peut-être un truc que je vais rajouter. Il y a peut-être un élément qui existe, qui est un petit peu commun à toutes les cultures terriennes, c'est les chaînes d'infos en continu. Bastien, tu dis qu'au départ Black Sabbath était un groupe de rock progressif. Alors, il me semble que le groupe avant que Black Sabbath devienne Black Sabbath, qui s'appelait Earth, avait effectivement un côté comme ça. De ce que je sais, c'est plutôt Judas Priest qui a réellement commencé comme un groupe de rock progressif dans les années 70, avant de devenir un groupe de métal et même un des fers de lance de la New Wave of British Heavy Metal vers la fin des années 70, début des années 80. Alors, sur un concept très différent, s'il existe une foule de chaînes et de diffuseurs, une foule de diffuseurs, à la carte ou traditionnelle, ou s'il existe une foule de diffuseurs à la carte ou on peut juste poser ça, l'État contrôle les moyens de diffusion et a le pouvoir de couper le robinet. Depuis, il existe plusieurs chaînes publiques dotées d'un budget conséquent, et de fait avec peu voire pas de pub, et à vocation éducative et de service public. Évidemment, c'est la voix du président. On peut même mettre une majuscule à voir. Boum. Tout le passage de la radio. Ouais, je suis pas sûr que ça ait vraiment un sens. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un truc sur les podcasts, mais honnêtement, ça me paraît assez peu intéressant. Alors, je vous disais tout à l'heure, un élément commun à presque toutes les cultures terriennes, t'as loupé un truc, mais le REPLA, c'est quoi? C'est le réseau planétaire, c'est le nom d'Internet dans le monde d'Erdorine. Et salut Axel, bienvenue à toi, un petit peu en retard, mais content de te voir quand même. Alors, un élément commun à toutes les cultures terriennes, c'est l'existence de chaînes d'information en continu. Plein de câlins d'Ali, merci à elle. Et l'existence, il manque une apostrophe. Tac, l'existence, bim. Voilà. Bon, Axel, t'étais peut-être pas là au début, caméra là. Mais grosso modo, en fait, je me posais la question de à quel point, comme dans l'univers d'Erdorine, il y a eu une grosse méchante coupure pile au moment où Internet aurait dû arriver. Il s'appelle la Troisième Guerre mondiale et les années d'ombre. Je me suis demandé à quel point ça pouvait avoir un impact sur le développement de l'audiovisuel. Alors, c'est clair que ce qu'il y avait dans les carnets de civilisation a été écrit il y a 20-25 ans, et du coup, c'était plus du tout... plus du tout, on va dire, raccord avec ce qu'on connaît maintenant en science-fiction, mais je me suis dit, en fait, il y a des trucs à récupérer. L'existence, si tu fais un truc de science-fiction, tu peux te dire qu'un truc comme, oui, c'était vieux, oui, ça c'est, mais justement, là où je veux en venir, c'est que c'était peut-être vieux, mais c'est pas forcément déconnant qu'un truc un peu rétro-futuriste reste dans un univers où, en fait, le moment
où le switch à passer des médias traditionnels, télé, radio, etc., vers les médias basés sur Internet, ce switch n'a pas lieu, ou en tout cas a lieu bien plus tard et dans des autres conditions. Et c'est vrai. Alors, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra que je marque quelque part. Ça restera peut-être dans un. Ici, c'est plus compliqué que ça. Je peux me mettre d'ailleurs. On va mettre ça comme ça. Je vais le. Alors, un point à noter. C'est que le moment où dans notre univers Internet a déboulé aux existences. Oh, un spammer! Bonjour le spammer! Qui c'est qui va dégager le spammer? Hop. Cheap viewers, on va le signaler. Hop. C'est de la spam escroquerie. Hop. Boum. Bot. Falsification de l'audience. Non, c'est ça. Falsification de l'audience. Hop là. Boum. Envoyer le toc et on bloque l'utilisateur. Au revoir. Hop. C'était vieux. Désolé, j'étais en train de faire un petit peu de nettoyage. C'est con pour une fois qu'il y a quelqu'un sur Twitch. Haha, pas de bol, c'est un spammer. Tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a quand même. Mais là, je vois qu'il y a quand même 4 spectateurs sur Twitch. Je suis un petit peu mystifié. Que les coupables se dénoncent. Donc, hop, Internet a déboulé dans son existence. Dans l'univers d'Erdorine. Beaucoup des technologies qui sont apparues. Technologies numériques qui sont apparues à la fin du XXe siècle chez nous. Alors, on va peut-être le dire d'une autre main, qui aurait dû apparaître à la fin. Ah, il manque un mot. À la fin du XXe siècle, ont eu beaucoup de retard. Au moins quelques décennies. Et on finit dans un contexte très différent. Le replat de 2300 n'a donc pas vraiment... n'a pas... n'est donc pas une simple extrapolation. Ouf. Alors c'est clair que quand Erdorine 2300 sort, ça sera probablement plus 2025. Donc c'est probablement un chiffre qui va vieillir comme une brique de lait ouverte. Donc on verra ça plus tard pour la changer, mais enfin voilà, vous voyez l'idée. Alors, c'est l'existence de chaînes d'infos en continu. Bon, pour l'instant je le laisse là.
Ok, les hors de la Terre, les choses changent passablement jusqu'à l'arrivée des Terriens, première moitié du 22e siècle, à part sur Ardania, qui a eu droit en primeur. Le concept de divertissement de masse était pour ainsi dire inconnu. Les autochtones utilisaient leur terminal pour accéder des informations et par voie à des archives visuelles et sonores de grands artistes, quelques particuliers associés de temps en temps à l'animation sur les ondes, très ponctuels et pour te dire plutôt rares. Somme toute, les choses ont peu changé. S'il existe désormais des chaînes... Alors, on va dire plus généralement des diffuseurs. Il y a un peu partout dans la sphère, ils sont principalement du coup, ils sont principalement destinés à des terrains expatriés. Plus sérieux pour se attendre celle-là. Narrateur, designer, opérateur de radio qui raconte la légende. Voilà. Ils sont. D'ailleurs, là, ce qui manque. Paf, voilà. Voilà. Alors, je sais pas trop ce que vous en pensez. Je sais que c'est mon univers et que je fais ce que je veux, mais enfin, en même temps, si vous êtes là, c'est aussi parce que ça vous intéresse un petit peu et que vous avez peut-être des idées que je n'ai pas. Du coup, voilà, le concept général, c'est quand même d'avoir un univers qui fasse science-fiction. Ça se consomme comment tous ces médias? Sur écran à l'ancienne, hologramme, connexion style Neuralink. Alors ça, c'est des choses qui vont probablement se définir dans dans la question de l'équipement. C'est vrai que la question est bonne. Généralement, ce sont des écrans, souvent des écrans holographiques. Oui, je sais, c'est un turbo cliché. Boulet a fait plein d'explications pour lesquelles c'est pas une bonne idée. Mais c'est cool. Deux, je vois quand même 2-3 bonnes idées, et c'est vrai que par contre il faut proposer des systèmes qui par exemple sont semi-opaques, où les gens peuvent pas forcément voir ce qui arrive en transparence et des choses comme ça. Mais disons que le truc c'est que probablement personne n'a envie de se trimballer avec un truc aussi encombrant que ça, hein. Bonjour le chat. L'écran transparent, mais c'est fun. Oui. Mais le truc, c'est que tu peux tout à fait imaginer, à partir du moment où tu as un système holographique qui apparaît, tu peux tout à fait imaginer que tu as deux couches et que tu as une couche derrière qui est opaque ou semi-opaque, qui fait que en fait, déjà d'une part, c'est plus visible pour toi, c'est classe les hologrammes, je suis d'accord, hein, il y a des écrans holo, mais en fait, ils sont opaques d'un côté, exactement. Alors, et puis c'est des écrans 2D fondamentalement. C'est juste des écrans 2D qui n'ont pas de support physique, qui vont juste flotter dans l'air. Après, tu peux imaginer un truc qui te le projette sur des lunettes, voire sur des verres de contact si tu vas assez loin. Tu peux imaginer que les interfaces, t'as des interfaces de clavier, mais tu peux aussi avoir des interfaces de reconnaissance vocale. Ça, c'est un truc, je sais pas si j'en parle un peu plus loin dans la question de la haute technologie, je crois que j'en parle un petit peu plus loin, mais enfin, typiquement, les peuples stellaires, ils vont, surtout les Eldar, ils ont un truc un peu culturel, c'est qu'ils adorent planquer les choses. Si un objet ressemble à ce qu'il est censé être, c'est raté. Je crois d'ailleurs, non, je l'avais mentionné un petit peu plus haut dans les téléphones maison, un petit peu plus haut dans le même chapitre. Voyons voir. C'était pas téléphone maison. Voilà, originairement civilisé, ont de grandes chances de posséder un téléphone cellulaire muni d'un ego. Les personnages d'Otarian aura probablement des machines similaires dans leur fonction, mais d'apparence différente. Un Elda pourrait posséder une sorte de livre, d'une interface papier-crayon. Alors ça, c'est vraiment pour les, après, ça, c'est vraiment pour les, on va dire, pour les Eldar qui sont allergiques à la technologie, qui veulent vraiment faire un statement ou dire, bon, voilà, j'ai de la technologie, mais je veux pas que ça se voit. C'est plutôt les trucs qui sont intégrés dans les bijoux, qui vont servir de communicateurs. Et peut-être simplement que c'est aussi des bijoux vont être des interfaces déportées
d'une machine un peu plus puissante, mais qui est cachée ailleurs, qui est dans un sac ou dans un portefeuille, dans une poche. C'est que par exemple, typiquement, t'as évidemment je l'ai pas là, je peux pas le montrer, mais enfin t'as un earplug, et puis le earplug en fait c'est une sorte de satellite de ton téléphone cellulaire, en ce sens qu'il peut faire quand même plus que simplement t'envoyer du son et capturer ta voix. Il y a quand même quelques systèmes de calcul. On regarde déjà certains des alors les AirPods déjà d'Apple, ils ont carrément un processeur embarqué d'assez haute technologie qui peut faire des trucs, qui peut faire par exemple de la réduction de bruit à la volée, ce genre de choses. Mais ça, on peut tout à fait imaginer des systèmes comme ça. Voilà. Le truc, c'est que les écrans holographiques 3D, ça existe. Je pense que la plupart des écrans holographiques qui font du 2D peuvent faire du 3D. Mais ça a une utilisation assez restreinte, somme toute. C'est pas un truc que tu vas utiliser souvent. Pourquoi je suis là, moi? Hop, boum. Alors, bon. Je vais peut-être le marquer, en fait, le truc des écrans holographiques, là, maintenant qu'on s'arrête ici. Touk. Siani, un blob. La plupart de ces appareils peuvent faire apparaître des écrans dits holographiques. Ouais, je vais en rester là pour le moment, je développerai peut-être là. L'idée, c'est non plus de pas faire des trucs trop compliqués. Et ça, je pense que typiquement, c'est quelque chose que je vais mettre plus dans le chapitre consacré à l'équipement. Vu que alors le truc, c'est que l'équipement, c'est souvent un élément qui rentre à moitié dans les systèmes dans le contexte, et à moitié aussi dans les mécaniques de jeu. Or, les mécaniques de jeu d'Erdorine 2300 telles qu'elles sont pour le moment, avec le système Love Inside que mon collègue Antoine et moi-même avons développé, c'est un truc qui est vraiment très narratif, très simple d'une certaine façon, où en fait ceux qui ont lu Tigre Volant 3 ont probablement vu que y avait des stat blocks quand même assez conséquents, même si c'est par rapport à d'autres jeux de science-fiction, c'était quand même très limité. Mais typiquement, pour les armes, vous avez une stat block, vous savez quel type de dégâts elle fait, quelle portée elle a, tout genre de merdier qui fondamentalement servent à rien, mais parce qu'on fait pas du combat de figurines, c'est assez useless d'une certaine façon. Et pour l'équipement, c'est un petit peu pareil, c'est que l'équipement, dans la plupart des livrets de jeux, des livres de jeux de rôle, vous allez voir une sorte de catalogue Manu France avec tout un tas d'objets divers et variés, avec des explications de qu'est-ce qu'ils font, etc., etc. Et en fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'explication de qu'est-ce que font des objets très particuliers. Personne n'a envie qu'on t'explique à quoi sert un canif. C'est ridicule. C'est un petit peu comme expliquer à quoi sert un tournevis. Tu vas pas pondre un paragraphe pour t'expliquer à quoi sert un tournevis. Par contre, ce qui est intéressant dans les objets technologiques, c'est un petit peu quelle forme ils prennent, quel emploi ils peuvent avoir, quelles sont les technologies pour ceux qui ont de la technologie qui sous-tendent ce bazar, qu'est-ce qui se passe quand ils tombent en panne. C'est souvent ça pour moi qui peut être le plus important, le plus amusant aussi.
là, dans l'univers d'Erdorin, il y a une sorte de super technologie qu'on appelle les champs de Tségorin, qui régit tout ce qui est hyperespace, antigravité et champ de force. C'est la même technologie, ce qui signifie d'ailleurs que les choses qu'on avait définies de façon assez rigolote, c'est que les technologies, les trois emplois étaient pas forcément super compatibles les uns avec les autres, et que typiquement si tu mets un champ de force et que tu rentres dans un secteur qui est sous antigravité artificielle, dans le meilleur des cas ton champ de force pète, dans le plus mauvais des cas l'antigravité pète, et si t'as vraiment pas de bol, tout part en hyperespace. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc, pour moi, ça c'est vraiment des éléments au niveau de l'équipement qui vont être plus de ce que je veux voir dans un chapitre sur l'équipement dans Erdorin 2300. Alors, je sais que ça va probablement faire râler un certain nombre de fétichistes, mais voilà. Ils auront d'autres raisons de s'exciter. Pouf. Alors, on passait sur le chapitre haute technologie. Poum. Alors, pour les sources habituelles, à grande époque des sondes inventariens du 19e au 22e siècle, au début du 24e siècle, et peu enthousiasmant, la recherche scientifique semble actuellement en pleine stagnation. Non pas que l'on ne fasse plus aucune découverte ou que l'invention reste au point mort, mais le rythme s'est complètement ralenti. Alors, toute cette phrase-là, elle ne sert à rien. Catalogue, c'est bien, mais souvent, c'est juste une perte de temps. C'est surtout une perte d'espace, je dirais. Beaucoup d'arbres sont morts pour pas grand-chose, en fait. J'aime bien pour le fun, mais pas pour le gameplay. Oui, j'entends, les Chromebooks, c'était cool à la fin des années 80. Je suis pas sûr que qui que ce soit ait envie de se refarcir des Chromebooks en 2025. Enfin encore qu'il faut pas non plus totalement sous-estimer un certain nombre de rôlistes qui aiment beaucoup justement les catalogues fétichistes. Alors, tout le monde s'accorde à dire que la recherche progresse un peu en palier, un peu en escalier, et pour l'instant on est en phase de palier. Alors, pouf. Apparemment, plein de gens si, mais les rôlistes sont des vieux. Oui, on peut le dire. Mais il y en a des qui sont, d'une part, il y en a des qui sont quand même plus vieux que d'autres. Hein. Je dis pas ça pour me jeter des fleurs, mais enfin, j'ai quand même l'impression que... Puis j'ai l'impression aussi qu'il y en a un certain nombre qui sont nés vieux. Je veux dire, quand j'entends des gens de 25-30 ans me balancer que D&D 5 est le best system ever, je suis un petit peu genre... Et vous connaissez quoi comme autre système? Warhammer, l'appel de Cthulhu. Bon, d'accord. Non, effectivement, là, ok, c'est bon. Bref, c'était le moment bitché sur les rôlistes. Alors, tout le monde s'accorde à dire que la recherche progresse un peu en escalier. Maintenant, on est en phase de palier. Et en fait, ça ne sert à rien. La phrase qui ne sert à rien. Parce que là, en fait, c'est assez impressionnant quand je me relis 20 ans plus tard. Je m'aperçois quand même que là, j'ai sorti 3 phrases qui disent exactement la même chose. 3 fois de suite. C'est quand même assez balèze. Le problème principal, le problème, c'est la civilisation. La civilisation est pour le moment beaucoup trop occupée à digérer tout ce qu'elle a produit et découvert au cours de ces derniers siècles pour se mettre à réinnover ses innovations et l'observer un peu partout, qu'il faut une génération pour qu'une technologie soit absorbée par une culture donnée. Le problème est qu'une génération Eldarin, c'est 150 ans au bas mot. Oui, alors ça je garde ça parce que c'est effectivement assez clair. Et en plus de cela, une nette opposition de style entre scientifiques terriens et Eldarin. Ces derniers, lorsqu'ils découvrent une technologie nouvelle, se concentrent sur son optimisation totale, avant de passer à quelque chose de nouveau. Pour les terriens, une découverte en un, mais une autre, c'est à l'illustrer se débrouiller. Et puis là, on rentre de nouveau on rentre un petit peu on re-rentre dans le trope Humans are Space Orc. Donc les humains sont les orques de l'espace. J'avais lu récemment je en avais parlé, je crois, la dernière fois,
cette espèce de micro-fiction dans l'univers de Star Trek où l'Académie des sciences vulcaines se déprimait parce que les terriens arrêtaient pas de faire des inventions débiles et puis de faire des trucs avec les warp core qu'on n'est pas censé faire mais genre jamais, genre de les dédupler, de faire des donuts avec, enfin de faire des abominations, et que en fait eux trouvaient ça parfait, les terriens trouvaient ça parfaitement normal, et les Vulcains ils étaient en train de se dire qu'ils avaient grosso modo 3 siècles de backlog pour essayer de comprendre ce qui s'est passé réellement. Alors, la propriété intellectuelle, voilà un concept bien terrien, l'idée qu'une invention, une chanson ou une marque puisse être protégée légalement a littéralement stupéfié toute la sphère. Si un certain nombre de personnes ont affirmé que c'est une bonne idée, beaucoup plus ont fait remarquer que ça aurait pu être une bonne idée parce que la grande majorité pensait que c'était une tyrannerie de plus, pendant que la grande majorité pensait que c'était une tyrannerie de plus. Pour commencer, les Sianis s'en tapent, ça ne fait même pas partie de leur vocabulaire. Plus généralement, la société Atlan-Weldarin est très proche du concept d'infosocialisme, c'est-à-dire où la propriété est reconnue, mais où l'information, au sens large du terme, est libre. Les archives publiques le sont vraiment. Résident des cartes peut aussi bien accéder à la dernière édition du local qu'un rapport de police. Alors ça, on s'en fiche. Du coup, cette phrase-là, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, en fait, non. On va faire ça. On va dire ça. Hop. Non. Boum. Ah, c'était stellaire. Hein. Ce genre de modèle social qui encore une fois déprime profondément les craqueurs terriens implique aussi d'un autre côté une forme de culte du secret. Ce que l'on veut garder caché, on ne le met pas sur le réseau. Ou alors on joue comme la GIC la carte du camouflage par saturation, on rend public tellement de données qu'il faut des voies pour trier, d'où l'intérêt des agents. Le CF, on est en direct. Ouais, ok, d'accord. Le fait que n'importe quel artisan ait le droit de démonter et reproduire leur concept a passablement refroidi les grandes industries terriennes qui depuis font un lobbying massif pour établir des règles dans ce domaine. Cela dit, les terriens ne se sont pas privés de l'utiliser pour obtenir les technologies antigravité, hyperspatiales et autres. La Fédération des Terres a probablement joué là-dessus pour récupérer les plans de son premier vaisseau hyperspatial. Enfin, des 2 premiers. Voilà, donc la plupart des artisans gardent jalousement le secret de leur procédé de fabrication ou des différentes améliorations de ces technologies de base. Hein, voilà. Conséquence amusante de ces pratiques est que les pôles de recherche terriens sont revenus du privé vers le public, notamment vers les universités. Bon, écoute, le chapitre est peut-être un peu long, mais fondamentalement, j'ai pas grand-chose à redire là-dessus. C'est peut-être d'ailleurs un des trucs qui était déjà pas mal exotique dans le Tigre Volant 3. C'est un concept en fait de système d'infosocialisme. Alors la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans GURPS Transhuman Space, si mes souvenirs sont bons. Donc un supplément pour le jeu GURPS GURPS Transhuman Space. En fait, c'est pas vraiment un supplément. GURPS, General Universal Role Playing System, c'est un système comme son nom l'indique générique dans lequel les éditeurs ont publié 1 milliard de splatbooks, donc de livres sur différents univers, et un qui a été le plus développé, c'était GURPS Transhuman Space, qui est quelque part, on est dans le même genre de créneau que The Expanse ou Altered Carbon, en rajoutant encore plus de trucs exotiques du genre des poulpes modifiés, des choses comme ça. Comme son nom l'indique, c'est vraiment le concept de transhumanité, d'avoir des humains qui ont évolué au-delà des limites de base de l'humanité et qui ont colonisé le système stellaire. Et sur Terre, il y avait un certain nombre de nations qui avaient adopté l'infosocialisme. Aux grandes dames des autres nations, il y avait vraiment 2 blocs sur Terre. Le bloc infosocialiste était nettement moins puissant. Il y avait eu des guerres, bien évidemment. Enfin, c'est un merdier. Je me souviens plus exactement des détails. Je dois avoir... Je me demande si je les ai encore. Je vais juste vérifier. Ouais. Tac.
Ah ah. Donc voilà, GURPS Transhuman Space. J'en ai 5 tomes. Il y en a d'autres. Fifth Wave, Toxic Memes, In the Well, High Frontier et Deep Beyond. C'est vraiment des trucs, c'est vraiment de la colonisation spatiale au niveau du système solaire. Et je viens de perdre le tracking de ma caméra. Allô. Alors hop, on va repop dessus. Hop, Active Track activé. Douk. Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, je dis voilà. Mieux. Voilà. Je les ai lus il y a très longtemps, mais j'avais retenu ça à l'époque. Et puis j'avais trouvé ça assez cool. Et puis bon, les bouquins, alors faut aimer le style transhumaniste, hein, mais c'était plutôt pas mal. Il y avait vraiment pas mal d'idées. Steve Jackson, c'est un éditeur avec lequel j'ai toujours gardé un contact assez proche parce que j'ai été pendant très très longtemps fan de Car Wars, j'ai été fan de Ogre. Je suis beaucoup moins fan de GURPS en ce qui est du système. C'est vraiment quelque part, c'est archétypique des systèmes américains de l'époque, en ce sens que c'est ultra crunchy. C'est vraiment des mécaniques de jeu qui sont ultra complexes. Il y a des blindes de trucs, il y a des règles pour tout. Les suppléments mais par contre, alors les suppléments de GURPS avaient souvent des trucs qui étaient vachement intéressants au niveau du contexte. Ils avaient développé pas mal de trucs. Après, tous les ajouts aux mécaniques de jeu qu'ils avaient rajoutés derrière, c'était pas toujours déjà c'était pas très heureux parce que le système en lui-même de GURPS est franchement lourdingue, et puis derrière ça faisait ça en rajoutait encore une couche avec des règles particulières pour les différents univers. Mais GURPS est une petite arête. C'était quoi ça? J'ai pas vu le petit arrêt. J'ai vu petit arrêt là, Axel, mais j'ai pas très bien compris ce que tu disais en fait. Il y a eu un freeze du stream. Bref. Et si mes souvenirs sont bons d'ailleurs, Axel, tu as réutilisé le concept d'infosocialisme dans Singularité. En tout cas partiellement. Ok, donc il y a eu un freeze. Ok, désolé. Ce que je soupçonne, c'est comme je suis en train de streamer, comme d'habitude sur 2 plateformes. C'est d'ailleurs quelque chose sur lequel je vais peut-être revenir. Alors, je suis désolé pour les gens qui sont sur Twitch, mais je pense qu'à un moment donné, je vais arrêter de streamer sur Twitch parce que, d'une part, j'ai l'impression que c'est ce qui bouffe le plus de bandes passantes. Et d'autre part, il y a jamais personne sur Twitch, en fait. C'est toujours un peu gênant. Il y a le Bipsou Cosmique qui passe de temps en temps sur Radio Erdorin. Il y a Alicia, mais Alicia, elle est aussi sur YouTube, et le Bipsou Cosmique, il est aussi sur YouTube. Donc, je pense, République Info-Socialiste Atlantique, surnommée les Atlantes, voilà. Voilà. Alors, on continue la lecture, réécriture. Alicia les appelle les tarés, oui, ok. J'ai comme l'impression qu'elle appelle beaucoup de gens les tarés, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, pour ce qui est des objets de la vie courante, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on construit pour durer, avec certains peuples dotés d'une espérance de vie de l'ordre du millénaire. Il vaut mieux assurer dans le solide. Ça a aussi modifié pas mal de points de vue quant aux prévisions à court et long terme. Une autre particularité amusante de la technologie de la sphère est la distinction qu'il y a entre contenant et contenu. Beaucoup des objets de fabrication courante partagent d'un bout à l'autre de la sphère les mêmes entrailles. Ce qui varie, c'est l'emballage. Par exemple, un ordinateur pour Elda ne sera en fait qu'une Electronic Science cascadée dans un boîtier Eldarine, souvent fait sur mesure. Il y a donc une production en masse de produits standardisés, mais semi-finis, qui sont assemblés localement pour coller aux mieux attentes des clients. Ça, c'était un truc, si mes souvenirs en sont bons, c'était Thias qui avait eu cette idée, et c'est assez génial en fait, et ça fait du sens dans un univers comme celui d'Erdarin. Les industries terriennes ont aussi fini par adopter le modèle, principalement pour des raisons de rationalité, mais non sans des raisons majeures sous couvert d'exceptions culturelles. Ça ne les empêche pas d'avoir quelques particularismes amusants, comme la soft tech ou technologie soviétique. Il y a un encadré, il vient plus tard.
Là, je pense qu'il faudrait... Alors, ça... Qu'est-ce que tu m'as fait, là? Ah oui, non, j'étais pas sur le bon bouton. Tac, 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 tac. Ça va aller dans le c'est plus compliqué que ça. Mais ça, c'est aussi probablement quelque chose qui pourrait avoir droit à son propre chapitre. La question de l'espérance de vie des gens. Alors, pour ce qu'on parle des designs, Eldar et Atlani aiment bien les designs naturels et en règle générale que les objets ne leur ressemblent pas à ce qu'ils sont. Les Eldar, avec leur goût du jeu de mots et de l'énigme, sont redoutables à ce jeu. Les Siani gagnent sans doute le pompon du bizarre. Avec des appareils souvent mous et déformables, parfois gluants et toujours de couleurs très bien accordées pour un Sian. Les Siani ne voyant pas les couleurs, en plus une notion particulièrement tordue de blanc, il existe une profession particulière, les coloristes, qui ont la tâche peu simple de trouver des couleurs qui soient harmonieuses pour tout le monde. Du côté de la Terre, ça varie beaucoup d'une nation à l'autre. Les Européens sont adeptes du faux vieux et ou du rétro kitsch, avec des matériaux qui ont l'air d'avoir passé 20 ans dans une flaque, même à la sortie d'usine. Les Américains croient dans les marques. Si elle peut être plus grande que l'objet lui-même, c'est un bonus. Moins la marque est visible, plus l'objet est cher. Un objet sans marque apparente est un signe extérieur de richesse. Quant aux Highlander, on peut distinguer entre les objets officiels sobres et fonctionnels jusqu'au dénuement et les objets plus civils qui portent souvent des signes, voire des fonctions de la culture autochtone. Les objets asiatiques tirent le Yi-Ching, les designs africains comportent des motifs iconographiques traditionnels, etc. Les motifs religieux sont aussi très courants, c'est mal vu par les autorités, mais toléré. Ok, rien à redire là-dessus au niveau du contenu, on est encore quand même dans un truc qui est assez long, faudrait que je vois si j'arrive à simplifier ça, Ça, par exemple, l'exemple, boum. Ça, ça du petit terrain. Hop. Alors, pof, tac. Et bon. Alors pour les trucs terriens, il y a un truc, je sais plus s'il est marqué quelque part, mais tiens, ça avait aussi une idée assez marrante, c'était que les vêtements faits en Europe avaient un traitement particulier qui fait que certaines parties du vêtement viraient au jaune en présence de radioactivité. Et du coup, c'était un truc qui date bien évidemment des années d'ombre où il y avait encore des trucs radioactifs qui se baladaient. C'est beaucoup moins le cas maintenant en Europe, à part dans certains coins. Mais ce qui donnait le truc rigolo, c'était que porter un vêtement jaune en Europe, c'était un faux pas majeur. Alors, touk. Tac, on va en virer ça.
Softtech, la Softtech, simplifiée à l'extrême, la technologie soviétique repose sur le principe d'un recyclage massif de tout et n'importe quoi, mais de préférence du solide et de l'éprouvé. Un peu comme la technologie Darwin avec l'élégance d'un brise-glace nucléaire. L'ordinateur de poche soviète pèsera un peu moins de 5 kilos et utilisera une technologie à base de lampes. Il tombera en panne assez souvent, mais pourra être réparé à coups de marteau et en cannibalisant une yaourtière. Un bricoleur astucieux pourra, en le démontant, tirer une télévision, un laser ou une yaourtière ou une mitrailleuse. La Softtech est souvent vue comme l'expression ultime de la culture européenne de récupération et du recyclage. Il est plus probable qu'elle en soit à l'origine. Alors oui, c'est un peu con. C'est du gros cliché, mais je trouvais quand même assez marrant d'avoir... En fait, la Softtech, c'est un petit peu... si vous voulez avoir une illustration de la Softtech, vous regardez la technologie dans Star Wars. Et surtout la technologie des rebelles, en fait, pas les impériaux. Les impériaux, ils ont des trucs solides, carrés, machin, qui ressemblent à des ordinateurs des années 80, mais enfin ça c'est un autre problème. Les rebelles, ils ont la même chose, mais qui marche pas, enfin qui marche très mal, et puis c'est généralement bricolé avec des bouts de ficelle et des câbles qui dépassent, mais ça marche. Alors... Bon, encore une citation que je vais... boum. Alors, question de temps, entre les querelles de calendrier, les standards temporels et la question d'histoire, la constante temporelle a du mal à suivre. Ça ne veut rien dire. Cette phrase ne veut rien dire. La notion de temps a du mal à suivre. Ça me paraît plus rationnel comme phrase. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là, il y a des fois où je me dis, oula! J'avais filmé des trucs bizarres à l'époque. Alors. Division du temps, les dates indiquées dans cet ouvrage se basent sur le calendrier chrétien terrien, dit clémentien, dérivé du calendrier grégorien lors du concile de Malte en 2041 par le pape Clément XII. Ce n'est d'ailleurs pas le seul calendrier que les terriens utilisent, mais c'est l'officiel. Parmi les exotiques, signalons qu'Israël a adopté le calendrier judaïque et Paris le calendrier républicain. Alors, les Eldar ont leur propre calendrier qui utilise des années stellaires, Lieni, les années solaires, Conoré, du 6e Agérie correspond à l'an 1148, c'est-à-dire l'exil. Alors, alors, tac. Ça, c'est plus compliqué que ça. Je suis pas certain, en fait, que non, bien évidemment, tu m'as encore refait le truc que je voulais pas que tu fasses. Voilà, bon. Tac, retour, retrait. Bim. Alors, Ici, ce calendrier est plus volontiers que le calendrier terrien, et dans les faits, les deux standards de date sont le plus souvent indiqués. Les Siani ont eu aussi leur propre calendrier, comme d'habitude, c'était un système effroyable compliqué avec des nombreux premiers basés sur le règne des dirigeants de guildes. Une légende dit que c'est une des premières œuvres majeures sianes, car il est encore utilisé de façon locale et ponctuelle, et pas devant les étrangers, ça leur fait peur, ce qui est pas bon pour le commerce. Alors, les Karlan ont basé leur système sur des puissances de 10 avec comme unité de référence la longueur d'onde d'une particule mal définie et sur la nature de laquelle les espères se déchirent. Enfin, les Talvarides comptent les battements de cœur, les cycles durs mais les éclipses. Mais comme à la bagatelle de 4 satellites de taille plus ou moins importante, on a donc des kyrielles d'éclipses importances différentes. Par convention, on ne parle que des grandes éclipses, mais des différences locales existent. Bon, on signalera qu'à peu près toutes les cultures de la sphère ont des problèmes plus ou moins graves avec leur calendrier, toutes ont perdu pas mal d'années au cours de guerres et d'autres bouleversements du genre. Ça peut aller dans le c'est plus compliqué que ça.
Alors, un petit peu taillé là-dedans. Douk. Alors, à l'époque de l'Oriento jusqu'à la vie des terriens au Cap Mess, le commun des mortels n'utilisait que l'or Eldarin, 10 par jour. Pour les intervalles de temps inférieurs, on utilisait des puissances négatives de 10, dixième, centième, millième, qui étaient en fait usitées que par les militaires, les scientifiques et tous ceux qui avaient vraiment besoin d'une mesure précise. Alors, puis arrivèrent donc les terriens avec leur système... Leur système horaire effroyablement compliqué, et pourtant défini avec précision. Les commissions du Cap Mess avitent de standards pour tout ce qui bouge, pour tout ce qui ne bouge pas aussi d'ailleurs. Poup. Je suis ravi de vue en standard, je suis ravi de pouvoir examiner le disque. Il me semble comme tout, il fallait que tout le monde l'applique. Ça n'a pas marché. Eldar et Atlantis ont vite réagi à ce genre de choses et ont gardé leur système. Les Sianis se sont adaptés aux deux. Les Sianis s'adaptent à peu près à tout pour peu qu'il ait une à se faire. Tac, les Sianis... Avec un double standard, le terrien et mettre la nouvelle Darwin, le Carlan. Les Carlan avaient déjà leur standard, celui du Cap Mess, ils auraient fait bien rigoler s'ils avaient moins de parcelles de sens de l'humour. Dans la vie courante, on voit encore que l'absence de mesures précises de temps serait gênante, mais pour les Eldar, que le bus parte avant même avec même 1 heure de retard n'est pas un gros problème. Après tout, ils ont le temps. Dans la vie courante, dans la vie courante, les Eldar vivent assez bien à 1 heure près. Ça. Après tout, ils ont le temps, les Atlani. Hop. Système scientifique. En tout cas, jusqu'au centime d'heure, dans les planètes de la sphère. Même le Cap Mess ne suit que marginalement ses propres recommandations. Ceci résout le problème. Sur les bras de dans l'institution, un problème temporel de taille, les planètes qui ont la mauvaise idée de ne pas toutes tourner à la même vitesse. En clair, sur la plupart des planètes, l'année locale est toujours en décalage avec l'année standard officielle. Là, il n'y a malheureusement pas de miracle, à moins de découvrir comment les Eldar ont fait pour synchroniser 4 de leur monde d'origine. Alors... Tac, Arda, c'est Erdorin, en fait. Poup. Hop, on va regarder ça ici. Parce que je suis même pas sûr que je vais le garder, ça c'est un truc rigolo, mais en vrai je suis même pas sûr que je vais le garder. Ah, soudainement j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se sont barrés, je sais pas qui reste encore là, peut-être Axel. D'origine, le temps stellaire, sur de datation officielle sur son art du Cap Mess. Or, Esdern qui vient d'arriver, quelque chose que je joue depuis un certain temps, les 4 montres Eldar, ils sont synchro sur Erdorin. Oui, toutes, alors les 3 mondes Eldar, parce que Arda en fait c'est Erdorin.
C'est l'ancien nom et j'ai oublié de le changer. Je sais même pas sûr que j'avais changé alors. Voilà, donc oui, alors du coup, Erdorin, Dorevel, Rigalat et Eridia sont sont synchronisés. Mais là encore, c'est du domaine de enfin, c'est pas forcément un truc qui est super important à avoir dans le livre de base, je pense. Je le laisse ici, je le pose ici pour le moment, et puis si jamais il faut le parquer de façon verticale ailleurs, on va le parquer de façon verticale. Tac. Pop, sur du régime. Une sorte de datation est une datation officielle basée sur le standard du Capman, savoir le temps local, dont les modalités varient suivant les planètes, se cale en général sur les solstices et équinoxes, et sert la vie de tous les jours. Le décalage horaire a été vaincu par les montres à autoréglage. On les montre. Alors ça, honnêtement, les histoires de montres, franchement, on est en 2025, qui porte encore une montre ici? Plein de gens, je sais, mais moi pas. Voilà, donc le chapitre dégage. Pouf pouf. De rien, Esdern. Alors, de la volatilité des archives. Alors, la sphère a une histoire à trous, il existe beaucoup de zones d'ombre qui énervent passablement les historiens. T'as perdu la tienne. Ah, j'en ai perdu un certain nombre aussi. J'en ai toujours une quelque part, mais que je ne porte plus depuis probablement 20 ans. Depuis que j'ai un téléphone, en fait. Depuis que j'ai un téléphone portable, je vois plus l'intérêt de porter. Déjà, j'avais tendance à la retirer parce que je suis extrêmement chiant avec tout ce qui est bijoux, machin. Ça, je porte pas de bracelet. Le seul truc que je porte, c'est mon alliance. Et même ça, des fois, je la retire parce qu'elle me gêne. Et du coup, en fait, si je retire ma montre, il y a eu un certain nombre de fois, quand j'étais au boulot, je posais ma montre devant mon ordinateur et le soir, je l'oublie. Du coup, là, comme c'était dans des bureaux raisonnablement protégés et puis avec des gens assez safe autour, je la retrouvais le lendemain. Mais il y a eu des fois où j'avais retiré ma montre et puis je l'ai oublié sur place et je l'ai perdu. J'en ai perdu même un certain nombre qui coûtaient assez cher. C'était soit l'héritage de mon papa ou le cadeau de ma grand-mère qui était horlogère. Mais voilà, j'étais pas, c'est déjà, bon, j'ai jamais été super soigneux avec mes affaires, ça je dois quand même avouer. Mais voilà, typiquement avoir des trucs comme ça me gêne plus qu'autre chose, et du coup, maintenant je peux me permettre de ne plus en avoir parce que j'ai tellement de trucs qui me donnent l'heure à gauche et à droite que j'en ai vraiment pas besoin. Je m'en passe. Alors, touk. Qui nerve pas vraiment les historiens, surtout les terriens, on verra plus tard pourquoi. Alors ça, je sais pas trop si je vais le garder parce que on verra plus tard pourquoi, parce que j'ai déjà mentionné les trucs dans l'historique. Pour ceux qui étaient là quand on a fait quand on a réécrit l'historique, c'est un des premiers trucs que j'avais réécrit. La première est qu'un certain nombre de guerres, catastrophes et autres désagréments ont détruit ou autrement éparpillé les archives existantes. La seconde est plus taquine parce que culturelle, les peuples de culture Atlan ou Eldarin, c'est-à-dire les anciens peuples de l'Arlorien Tour, ne croient pas en le concept d'archives publiques. T'avais trouvé dans une boutique à Genève la montre la plus fétiche SM possible, mais tu l'as perdue quelques années après à Paris. Je crois pas l'avoir jamais vue, celle-là. Alors, par exemple, si vous demandez à Nendla de voir les archives, il reprendra qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il existe des registres statistiques et autres documents écrits, mais ils sont régulièrement purgés. En fait, le vrai problème est que les Eldar ne connaissent pas le concept d'histoire, mais préfèrent la légende. Narnia qui est à mi-chemin entre le roman historique et la fabulation pure et simple. Là encore, ça c'est un truc qui est déjà présent dans l'historique, je suis pas sûr qu'il va rester ici, du coup. Les peuples de culture Atlan-Darin, on va virer, parce que ça fait depuis le temps qu'on le dit. Si les gens n'ont pas compris à ce stade, je ne peux plus rien pour eux. Alors,
Les Eldar chiants, c'est des arçons chiants, mais non, pas besoin de le rappeler. Non, effectivement. Ça. Alors, il existe des registres statistiques et d'autres documents écrits. Il existe des registres statistiques et documentaires. Hein. Ils sont régulièrement purgés. En fait, le vrai problème est que les Eldar ne connaissent pas le concept d'histoire après la légende, qui est habituellement entre le roman historique et la fabulation pure et simple. Les Atlas issus ou scénaristes ont d'énormes archives, mais ne les entretiennent que pour des raisons sentimentales ou esthétiques, de beaux livres par exemple, ou des formes poétiques rares. Qui plus est, elles sont souvent chez des personnes privées qui répugnent à laisser les étrangers y fourrer leurs grosses mains pleines de doigts. Ah, tiens, j'ai ma lampe secondaire qui vient de s'éteindre. C'est ma faute, j'aurais peut-être dû la recharger. Je pensais que j'avais beaucoup plus de temps que ça, mais visiblement faire des lives, ça pousse pas mal le truc. Alors je vais réorienter ma lampe principale, ma key light. Je vais la mettre ici. Voilà, comme ça fait un éclairage un peu moins dragmatique. Hop. Quant aux CNI, leurs archives sont naturellement illisibles, volontairement incompréhensibles, sont des livres de compte, on ne plaisante pas avec ces choses-là, farouchement défendus, régulièrement introuvables. Pour l'école historique terrienne qui considère l'histoire comme une science et s'appuie principalement sur l'étude des sources, les documents écrits et autres matériaux d'époque, pareille situation confine au cauchemar, à un point tel que nombre de personnes soupçonnent une sombre machination, notamment de la part des Eldar, pour camoufler tout ou partie de leur passé. Pas que la situation soit d'ailleurs bien meilleure sur Terre, les années d'ombre ont eu un effet radical sur la plus grande partie des fonds d'archives, surtout en Europe et en Asie. Voilà. Bon. Quelle heure il est là? 22h20, ça fait quand même plus d'une heure et demie, enfin presque une heure et demie que je dégoisse tout seul. Alors, si ça ne vous fait rien, je pense qu'on va s'arrêter à ce chapitre C'est la guerre. On est page 14 sur 46, donc on est à peu près au tiers du chapitre. Ouais, à peu près un tiers du chapitre. Voilà, hop, on va repasser sur la caméra facecam seule. Boom, transition, bim, voilà. Alors du coup, je suis ultra surexposé. Enfin voilà, on va vivre avec. De toute façon, je pense qu'on va en rester là pour le moment. En tout cas, c'était un plaisir d'avoir continué à faire cette écriture en votre présence et avec votre aide pour ceux qui ont fait des remarques. Et je vous souhaite tout de bon. Pour ceux qui s'intéressent à la musique, je vous rappelle que demain il y a un live Radio Erdorine et on va parler de Z, on va parler de Black Sabbath, on va parler de plein de trucs. L'univers actuellement il tient sur 400 pages Word, c'est trop, oui, c'est trop. Alors, en fait c'est pas trop. C'est le fait que l'univers tienne sur 400 pages Word, il y a pas de problème. Le fait que quand tu le publies, ça tienne sur 400 pages Word, là c'est pas bien. C'est là où est le problème. Hein. L'univers en question, il peut faire 2 millions de pages, c'est pas le souci. C'est ce que tu vas publier qui va être important. C'est trop pour en faire un bouquin. Alors voilà, non, c'est clair. C'est trop pour en faire un bouquin lisible. Tu peux faire des bouquins d'un nombre de pages pas raisonnable, mais comme son nom l'indique, c'est pas raisonnable. Voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve pour les amateurs de jeux de rôle, de réécriture et de mecs chiants qui racontent des trucs que personne ne comprend jeudi prochain, de nouveau à 21h. On va continuer sur l'écriture, donc on va parler de guerre. Sur ce, bonne soirée et à une prochaine.